L'enregistrement est en cours. Bien. Alors, nous abordons le 17e module. On rend grâce à Dieu vraiment d'être arrivé là. Voilà. Petitement, nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, les mécanismes d'adaptation ou le coping. Tel est le titre du module 17. Alors, juste un rappel. Je vais faire le rappel donc de ce que nous avons vu la dernière fois de façon méthodologique. Donc, la condition humaine est une existence confrontée au stress. C'est une réalité humaine qu'il faut vraiment intégrer à notre esprit. Illusion de vouloir faire disparaître les difficultés, les challenges. Voilà. Et parfois, on trouve des personnes qui sont dans cet état-là. Ils veulent faire disparaître certaines situations stressantes de leur vie complètement pour que cela ne se répète plus. Et là, c'est une lutte perdue d'avance. Donc, je nous rappelle notre nature humaine, confrontée de façon continuelle aux situations stressantes. Bien sûr qu'on a la possibilité de les éliminer, justement, ce qui fera la différence en utilisant notre conscience et le discernement. Donc, l'idée fondamentale donc, sur les mécanismes de défense, c'est que l'être humain est constamment exposé à des situations susceptibles de menacer son équilibre. Et donc, le psychisme possède donc des mécanismes régulateurs pour cela. C'est naturel. Dieu nous a doté cela. Sachant que l'homme peut traverser des situations difficiles, il lui a donc donné des ressources intellectuelles, naturelles, qui peuvent l'aider à retrouver son équilibre, à retrouver le calme. Voilà. Donc, Pierre Lalonde, Georges et Franck disent que le psychisme, comme le corps, a des mécanismes régulateurs pour absorber et tamponner les variations, les déficits ou les intrusions. Et tout cela qu'on peut appeler donc les difficultés de la vie, les challenges de la vie. Donc, derrière cette affirmation se trouve donc l'idée selon laquelle l'adaptation. Donc, tout cela, ce mécanisme-là, ça s'appelle l'adaptation. La recherche de l'équilibre, la recherche de la paix, ça s'appelle l'adaptation. Elle n'est pas exceptionnelle, mais le principe d'adaptation est intégré, est une principe constitutif de l'être humain. Ça fait partie de notre vie. Quand nous traversons des situations difficiles, nous parviendrons un temps soit peu, à un long moment, à un certain moment, à retrouver notre équilibre. C'est ce qu'on appelle de façon générale ce mot qui est utilisé beaucoup, parfois à tort, la question de la résilience. Pour parfois les gens pensent que c'est de ne plus réagir ou de ne plus lutter qu'on appelle la résilience. Non, pas du tout. La résilience, au contraire, est la reconnaissance de la situation difficile et de vivre avec, mais sans être troublé ou sans être empêché dans sa croissance personnelle. Donc, l'adaptation fait partie du système psychique de l'être humain pour retrouver la paix, le calme. L'être humain est sans cesse appelé à répondre à des tensions. Juste ici, faire un résumé de quelques tensions, le conflit intérieur que nous avons vu déjà dans le premier module, avec le module 7 également. Le deuil, que chacun de nous peut-être a déjà expérimenté. Le deuil sur toutes ses formes, au point de vue humain, au point de vue d'objets, de matériel, voilà. Des frustrations momentanées, des exigences sociales. Nous connaissons très bien cette expression de surmoi, le surmoi externe, le surmoi interne. Donc, les exigences qui sont là, des institutions, de nos familles, de nos congrégations, de nos groupes, de nos associations. Voilà. Des échecs, parfois des échecs répétés, et qui finissent par
donner l'impression à la personne que la vie n'a plus de sens, responsabilité professionnelle qu'on nous octroie ou que nous-mêmes nous nous engageons à prendre, les responsabilités vocationnelles, notre engagement, voilà, nos promesses que nous faisons. Tout cela constitue des tensions pour l'être humain. Donc, devant ces réalités tensionnelles, il ne demeure jamais passif. L'être humain ne demeure jamais passif. Il cherche toujours à résoudre. Il cherche toujours à résoudre, à retrouver son équilibre, à retrouver le calme, à retrouver la paix. Donc, il cherche toujours, consciemment ou inconsciemment, à préserver son intégrité. Donc, le module 16, après avoir donc présenté la problématique des mécanismes de défense, s'est focalisé sur ce dénommé mécanisme de défense inconscient ou psychotique. Donc, les mécanismes de défense concernent l'affect, ces mécanismes concernent l'affect et surtout le déplaisir causé par quoi? Par le conflit. Ces tensions-là dont nous venons de citer créent le conflit en nous. Et ce conflit en nous, au cœur de ce conflit-là, il y a le moi qui est au centre, qui doit écouter les demandes exigeantes du ça et la régulation de surmoi qui doit nous orienter comment il faut faire ou satisfaire les exigences de ça. Donc, nous connaissons très bien ce conflit décrit par Freud. Nous l'avons vu avec le module 7. Donc, ce mécanisme est là pour faire quoi? Pour réduire ce conflit-là, un tant soit peu, dans notre psychisme. Et ce conflit, c'est un conflit intrapsychique. Voilà. C'est un conflit intrapsychique, à l'interne. Donc, si nous regardons très bien le mécanisme de défense psychotique ou inconscient, sont orientés vers l'interne, la question émotionnelle. Comment réguler l'émotion? Vous vous rappelez avec le module sur la gestion des émotions. Il demeure donc un procédé intrapsychique. Le mécanisme de défense est foncièrement cela, surtout les mécanismes de défense psychotiques inconscients. Et donc tourner vers l'intérieur et régir le rapport de la personne avec elle-même. C'est ça qui fait l'enjeu et la différence avec le coping qui a pour vocation de se focaliser dans la résolution des problèmes à l'externe de la personne. Vous voyez, donc, tandis que le mécanisme psychotique inconscient est concentré sur son état. La personne est orientée vers elle-même pour pouvoir se sentir bien dans sa zone de confort. C'est pour ça que la personne veut éviter les tensions ou les conflits ou les situations problématiques pour elle. Voyez, c'est ça qui fait vraiment la nature des mécanismes inconscients psychotiques, orientant la personne sur elle-même. Voilà. Et me rassurer que vous êtes encore branchés. Voilà. Donc, le présent module 17, cherche à élaborer une réflexion autour d'un autre mécanisme dit d'adaptation ou de coping. Et c'est ça qui fait le titre de notre module. Donc, mécanisme d'adaptation ou le coping. Nous allons regarder ensemble la définition du concept coping. Je vais beaucoup m'attarder sur ce concept-là qui résume la question de l'adaptation adéquate. Voilà. Le coping, le coping c'est un mot anglais qui est utilisé aujourd'hui dans le langage français, dans le langage francophone. Le mot coping est là, au rendez-vous, surtout dans le monde de la psychologie et de la relation d'aide. Donc, ça vient du verbe to cope qui veut dire tenir tête à quelqu'un ou faire face à une situation. Faire face. Vous voyez que le coping permet à la personne de se mettre en valeur
par rapport à la situation, tandis que le mécanisme psychotique inconscient, automatique, pousse la personne à éviter les conflits, les situations conflictuelles pour garder sa zone de confort. Vous voyez la différence? Voilà. Il y a vraiment un écart de compréhension et de qualité dans l'usage de ces mécanismes-là. Donc, ici, la personne a le courage de faire face à la situation. Donc, d'analyser la situation, de regarder, de rentrer en confrontation, qui est différent de l'autre mécanisme inconscient qui a adopté une attitude négative par rapport à la situation conflictuelle pour ne garder que le plaisir ou satisfaire le plaisir autrement. Voilà. Donc, c'est une modalité, le coping est une modalité adaptative, donc s'apparentant plutôt à une réévaluation d'un problème tenant compte autant des ressources personnelles, donc de mes ressources personnelles au niveau cognitif, qu'est-ce que j'ai comme connaissance par rapport à la situation que je traverse ou par rapport à la situation qui est en face de moi. Et aussi des ressources affectives. Quel est le lien que j'établis avec la situation qui est en face de moi? Et en même temps également tenant compte de son environnement dans lequel je suis. Comment je peux m'appuyer sur l'environnement dans lequel je suis pour faire face à une situation? Vous voyez, être dans le désert et être dans l'océan glacial et être dans un climat tempéré, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tenir compte des ressources personnelles et de l'environnement. Quand je parle de l'environnement, ça rentre dans la question relationnelle avec la société. Qu'est-ce que la société peut m'offrir dans ce sens-là? Donc, nous allons voir tout cela à la fin dans les principes de copie. Alors, ce terme a été donc proposé par Lazarus et Folkman dans leur grande œuvre Stress, Appraisal and Coping. Et ça, c'est depuis 1984. Donc, ce terme consiste en la capacité. Vous voyez ici, c'est la question de la capacité. Qui parle de capacité, donc, dit apprentissage. Vous vous rappelez qu'on a parlé de cette capacité-là face aux réalités, à la gestion des émotions. Donc, il consiste en la capacité individuelle de faire face à un stresseur. Le stresseur, donc, c'est la source du stress. Qu'est-ce qui cause le stress? Quelle capacité j'accumule pour pouvoir faire face à ce stresseur-là? Voilà. Qui rend peut-être ma vie difficile et inconfortable. Donc, ici, donc, il s'agit, dans la dynamique de la formation, c'est d'aider la personne à découvrir ses propres capacités. Et si elle découvre donc ses faiblesses, donc, ou bien qu'elle est en manque de capacité, il y a donc nécessité d'être vrai envers soi, donc la connaissance de soi, pour pouvoir renforcer cette capacité ou gagner cette capacité si elle n'existait pas, ou renforcer si elle est là. Et ça, c'est avec l'accompagnement du leadership, c'est-à-dire formateurs, formatrices qui sont là. Donc, la question de coping, c'est de regarder donc dans l'écoute que nous effectuons avec nos candidats et candidates, de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils ou elles sont capables d'affronter la réalité. Ce concept donc désigne un processus. C'est un processus qui est différent donc du mécanisme inconscient psychotique qui devient un automatisme, donc un état. Et je martèle bien les mots pour que vous fassiez une grande différence entre les deux mécanismes. Voilà. C'est un processus donc qui peut prendre le long de la vie de l'individu. Plutôt qu'un état caractérisé donc par le compromis, donc un dialogue avec la situation. Je regarde ce qui se passe, je fais référence à moi-même, mes ressources. Si je n'ai pas, donc, je fais référence à l'environnement, c'est-à-dire
la société, la personne avec qui peut-être je peux dialoguer pour pouvoir faire face à la situation. Donc, processus, compromis, ou plutôt donc la situation d'arrangement avec la situation mise en œuvre par une personne pour faire face à une situation éprouvante. Donc, en effet, selon donc Faith, c'est un auteur, un psychologue, donc le coping est une compétence dynamique qui exige diversification, ce qui est différent du mécanisme de défense psychotique qui est un état où la personne est devenue esclave de la seule manière de résoudre le problème. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, quand je parle, je voudrais que chacun se fasse référence à soi-même, à elle-même, pour regarder comment est-ce que je me confronte avec la réalité quand les problèmes arrivent. Est-ce que j'ai plusieurs manières d'affronter ou bien c'est toujours la même manière? Ça devient un problème. Voilà. Donc selon Faith, le coping est une compétence dynamique et qui exige diversification, entraînement et discernement. Vous voyez? Donc, selon donc Richard Lazarus et Suzanne Folkman, le coping ne désigne ni un simple trait de personnalité, pas du tout, ce qui peut être le cas avec les mécanismes de défense psychotique inconscient automatique. Je fais toujours référence à ça pour qu'on puisse faire vraiment la différence, voilà, de qualité qui existe entre les deux mécanismes. Donc, ni une réaction automatique, voilà, au stress. Donc, il s'agit d'un processus dynamique étroitement lié à la manière dont la personne évalue, dans ce qu'on appelle en anglais appraise. Appraise, c'est to evaluate d'une manière ou d'une autre. Donc, évaluer la situation. Si vous vous rappelez très bien, sur notre étude de gestion des émotions, nous avons parlé du problème émotionnel. Ça dépend de l'interprétation, de l'évaluation que la personne fait de la situation qui se passe pour que la personne se mette dans une colère excessive ou moins. Voilà. Donc, évaluer la situation stressante et les ressources dont elle dispose pour y faire face. Voyez-vous. Ils affirment donc que nous définissons le coping comme des efforts cognitifs et comportementaux constamment changeants, ce qui n'est pas le cas avec le problème du mécanisme psychotique inconscient et ça devient automatique chez l'individu. Et donc, cet effort cognitif vise à gérer des exigences internes ou externes spécifiques qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Les problèmes sont là, c'est vrai, mais ne se ressemblent pas du tout. Vous voyez, donc des exigences internes et externes spécifiques qui sont évaluées comme mettant à l'épreuve ou dépassant les ressources de la personne. Vous voyez, donc quand la personne évalue trouve que il y a le problème est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a nécessité de fournir des efforts. Ce qui n'est pas le cas quand la personne est sous la menace du mécanisme, sous l'esclavage du mécanisme psychotique, donc automatique, qui pense qu'elle n'a plus de ressources et donc abandonne complètement la lutte et l'effort. Le coping exige un travail, un effort à fournir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, en formation, c'est très important d'aider les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de résoudre le problème et que si une alternative a échoué, il faut essayer l'autre alternative. Et c'est là où on fait grandir chez l'individu la responsabilité face à sa propre vie et face aux exigences incontournables de la société et donc de notre famille religieuse même. Parce que notre famille religieuse même exige certaines choses de nous. Donc, cette définition met en évidence plusieurs idées essentielles. Donc, les implications relatives à cette définition du terme coping.
La première implication, c'est que le coping est un processus, comme nous l'avons vu. Voilà. À retenir, le coping est un processus. Ce n'est pas juste un geste passager, voilà, qui se résume à un état statique. Non. Le coping est un processus un travail continuel, aussi bien que la personne existe et vit. Voilà. Le coping n'est pas donc une caractéristique fixe de la personnalité. Il évolue selon les circonstances. Donc, pour une circonstance peut-être A, ça me demandera moins d'efforts. Pour une circonstance B, ça me demande plus d'efforts. Pour une circonstance C, en plus de toutes les ressources que je peux utiliser, j'ai besoin de l'aide extérieure. Vous voyez, c'est ça la mentalité du coping. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit dans la psychothérapie, l'accompagnement, dans la relation d'aide ou bien dans le coaching. C'est de faire découvrir à la personne elle-même qu'elle a des ressources, qu'elle peut les utiliser. Voilà. À des degrés différents. Non, le coping est orienté vers le processus plutôt que vers un état fixe. Donc, c'est un processus. Ainsi, une même personne peut utiliser différentes stratégies selon les moments d'une même crise. Voilà. Deuxième donc, implication de cette définition, le coping suppose un effort conscient, dont nous avons parlé au début. Les comportements routines ne constituent pas du coping. La routine est relative au mécanisme de défense psychotique automatique, donc inconscient, que nous avons vu dans le module 16. Ici, le coping va demander un travail continuel. Voilà. On change de stratégie. Donc, le coping implique un effort, tandis que donc les comportements assortis des mécanismes de défense automatisés, inconscients, n'en impliquent pas du tout. Voilà. On est habitué avec une manière de faire et on devient esclave de la chose. Et cela nous donne un petit confort et nous y restons. Parce que nous avons une certaine satisfaction, nous y restons. Et pourtant, nous avons la possibilité de nous en défaire et d'apprendre une autre manière d'aborder la même situation qui peut nous aider à croître au lieu d'être statique. Le coping donc apparaît lorsque la personne perçoit que les exigences de la situation présente dépassent ses ressources habituelles. Vous voyez, ça va demander quoi? L'effort cognitif. Aller chercher des connaissances, aller chercher de l'aide, c'est tout cela qui fait la trame du coping. Et notre travail de formateur, d'accompagnateur, de leadership, c'est d'aider les gens. C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité est d'aider les gens à croître dans ce sens. Or, le coping est dans la dynamique de la croissance de l'individu, pas de le rendre esclave. Ce qui est le contraire avec les mécanismes de défense psychotique et automatique, qui est de faire la personne stagner à une place, de piétiner à une seule place. Voilà. De rendre la personne esclave d'une seule vision, perception de la réalité. Tandis que le coping aide la personne à élargir son regard, sa perception, sa réflexion sur une même réalité. C'est le cas de l'étude de l'exégèse biblique. Voilà. L'exégèse biblique nous aide à voir le même texte qui a été écrit de combien d'années dans une perspective nouvelle selon les circonstances nouvelles dans lesquelles vit une personne. Donc, ça demande vraiment de l'effort personnel. Troisième implication de leur définition, c'est que le coping n'est pas synonyme de réussite. Alors, tel que je suis en train d'élaborer, on a l'impression que avec le coping, tout va bien. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est un processus continuel, que quand on a essayé avec un effort que ça n'a pas marché, on puisse également aborder une autre alternative
de réaction face à la même situation. Donc, une stratégie de coping peut réussir ou échouer. Il faut qu'on mette ça à la tête. Donc, Lazarus et Folkman soulignent que le coping doit être considéré comme des efforts pour gérer les exigences stressantes, indépendamment du résultat obtenu. Voilà, indépendamment du résultat obtenu. Parce que quelqu'un peut être influencé par un résultat négatif ou un échec et abandonner, donc être découragé. Donc, l'important n'est donc pas seulement le résultat, mais le fait que la personne tente activement. C'est ça notre travail d'accompagnateur. D'aider ceux qui dorment et ceux qui sont des partisans de moindre effort, qui sont en train de suivre le fait du groupe, le groupe. Vous voyez, il y a des candidats qui se cachent derrière le groupe et qui, jusqu'à la fin de leur formation, ne seront pas confrontés aux épreuves, ne seront pas capables d'affronter une situation difficile dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on a toujours parlé communauté, 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 sans voir l'individu en évidence. Vous voyez, donc, parfois la communauté, l'effet de groupe peut absorber l'individu. Et l'effet de groupe peut faire que la personne n'arrive pas à exprimer ses propres ressources personnelles. Voilà. Donc, d'être attentif à ces personnes-là qui se cachent derrière l'effet du groupe. Donc, l'important n'est donc pas seulement le résultat, mais le fait que la personne tente activement de faire face à la situation. C'est pour ça que ça fait partie même de la mise à l'épreuve dans la formation. Voilà. Et comme ça, la mise à l'épreuve peut faire prendre conscience à la personne et se connaître elle-même, savoir qu'elle a des limites dans telle dimension, dans tel domaine. Et donc, nécessité de faire quoi? D'apprendre, l'apprentissage. Deuxième donc partie que nous abordons, donc les deux formes de coping, une pédagogie d'adaptation. Quelles sont donc les deux formes de coping dont proposent les auteurs Lazarus et Folkman? Donc, de façon générale, le coping qu'il propose comme stratégie, c'est que le coping focalisé sur la résolution du problème, pas sur l'individu, voilà, parce que c'est en éliminant le problème que la personne peut retrouver le calme. Et l'autre partie, c'est comment, donc, avec le coping, la personne peut résorber l'émotion. Voilà. Donc, les trois formes de coping représentent donc des stratégies de lutte contre les agents stressants en termes mode d'action direct, obéissant donc à des choix rationnels. Donc, initialement, ils sont deux. Et à la suite, il y a eu ajout donc d'une troisième forme de copie. Donc, originalement, les deux suffisent, mais avec l'élaboration, en tenant compte donc de la réalité d'aujourd'hui, donc un autre psychologue donc en a ajouté une troisième forme de coping. Donc, le coping centré sur le problème. Donc, il vise à transformer la situation. Le coping est de nous aider à résoudre un problème. Voici justement là, faire face à une situation voilà, qui est là. Donc, en définissant donc la situation stressante comme un problème à résoudre plutôt que comme une menace. C'est ce que les mécanismes de défense psychotique automatique, donc qui nous rendent automatiques dans nos actions, pensent et évaluent une situation. Le mécanisme de défense psychotique évalue une situation menaçante comme une situation menaçante, donc qui nous met en danger. Ce qui est différent de la vision de la perception
de la stratégie de coping qui regarde, qui cherche à définir de quoi s'agit-il d'abord, en quoi peut-être c'est un obstacle et en quoi c'est une opportunité pour moi. Voilà. Vous voyez comment déjà le coping est plus, on peut dire plus ouvert d'esprit, qui pousse la personne à être ouvert d'esprit sur une situation jugée à première vue comme menaçante. Donc, cette transformation de la situation en se concentrant sur un facteur stressant à la fois, en établissant un éventail le plus large possible des actions qui peuvent être entreprises. Vous voyez, le coping pousse la personne à chercher plus d'actions à mener pour pouvoir résoudre le problème. En évaluant donc chaque solution que la personne se propose, les classant selon donc leur avantage, à la fois la plus acceptable et la plus réalisable. Il ne s'agit pas juste aussi de rassembler des possibilités de solutions ou des solutions, mais quelles sont les solutions qui sont adéquates face à une situation particulière. Et donc, en appliquant la solution choisie et évaluer son efficacité. Donc, ça devient ici vraiment une méthodologie de coaching. Le coping véritablement, d'ailleurs, la psychologie de coaching dans ce sens-là utilise beaucoup donc, la stratégie de coping pour aider les gens à se rendre compte de leurs propres ressources. C'est d'ailleurs la vocation du coaching. Le coaching, ce n'est pas de travailler à la place des gens, mais c'est d'aider les gens à découvrir qui sont leurs ressources. Voilà. Donc, la résolution donc systémique et systématique du problème source du, du stress développé. Qu'est-ce que la résolution de problème permet à la personne? La résolution de problème qui a été découvert aide la personne à grandir en responsabilité. Donc ici, c'est très important le leadership que nous menons en tant que formateur, formatrice. Dans quelle mesure nous aidons les jeunes à grandir dans la responsabilité? Voilà. Et parfois, le danger, c'est de vouloir donc faire beaucoup de choses pour les jeunes en formation, pour pouvoir qu'ils se sentent, qu'on dise qu'ils se sentent aimés, ou qu'ils se sentent véritablement avec un père ou une mère, donc qui soit confortable, et comme ça, on pourrait avoir peut-être un bon nom de formateur bon ou formatrice bonne. Non. C'est plutôt mettre la personne en confrontation avec la réalité, avec elle-même, avec ses propres problèmes. Voilà. Dans ce sens, on fait grandir la personne dans la responsabilité, à grandir dans la responsabilité, à grandir dans l'autonomie de la personne. Le principe de subsidiarité est mis en œuvre ici avec la stratégie de coping. Voilà. Éviter de travailler à la place des jeunes pour peut-être parfois attirer un regard positif sur nous. Et c'est un danger parfois qui est là et qui nous guette. Si la personne arrive à résoudre ce propre problème, il grandit aussi en efficacité personnelle. Voilà. Pas tout le temps en train de se lamenter. Ici, c'est ça l'enjeu. Aider les jeunes à ne pas se lamenter sur eux, mais plutôt à regarder en face la réalité et de pouvoir être capable d'affronter la réalité. Et ici, je veux vraiment appuyer sur le système de formation que nous donnons dans nos maisons de formation et qui rendent parfois les gens paresseux et paresseuses. Voilà. Et on ne veut pas qu'ils se mettent en confrontation avec la réalité. Non, c'est dangereux, ce n'est pas bon. Non, il faut qu'on soit très objectif. La personne qui vient en formation sait que c'est un chemin de risque. Donc, le protectionnisme, parfois, en tant que leader, pour se couvrir soi-même, pour éviter des problèmes, ce n'est pas une méthode qui peut aider la personne à croître, à être responsable. Pas du tout.
Pas du tout. Voilà. La personne qui vient en religion, à la vie religieuse, prend tout le risque, c'est un engagement personnel. Voilà. Donc, aidons donc les à développer cette idée de responsabilité face aux situations les plus difficiles que les personnes peuvent traverser. Voilà. Et avoir compassion avec les gens dans l'accompagnement, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas les encourager à rentrer dans l'apitoiement d'eux-mêmes. Non. Les crises, les moments de deuil surtout qui arrivent parfois, voilà, peuvent être parfois l'occasion pour des personnes pour demeurer encore dans des situations de faiblesse et de décroissance. Donc, selon Fate, le mécanisme de coping réside donc dans la capacité de discerner ce qui doit être accepté intérieurement et ce qui peut être transformé ultérieurement. Voyez. Comme on dit, il y a des situations qui ne dépendent pas de nous. Certaines situations ne dépendent pas de nous. Donc, et pourquoi se lamenter ou parfois vouloir changer la situation de façon automatique, de façon au bâton magique? Non, il y a des situations qui ne dépendent pas de nous. C'est ça la sagesse donc du coping. Voilà. Mais de toujours essayer ou d'attendre pour le moment. C'est pour ça que justement nous allons voir ce mécanisme-là d'adaptation qui nous aide à analyser la situation présente, à savoir qu'il faut peut-être attendre pour un moment et après on pourrait agir sur la situation. C'est ça la stratégie du coping. Voilà. Des choses dépendent de nous et des choses ne dépendent pas de nous. Donc, le coping centré sur l'émotion. Ce coping vise donc à faire quoi? À réguler la souffrance émotionnelle. C'est bien qu'on ait déjà vu la gestion émotionnelle. Il y a beaucoup le lien entre tous les modules-là. Donc, ce coping est centré sur les émotions. C'est quoi? Donc, qui vise à réguler la souffrance émotionnelle provoquée par le stress en régulant les affects. Vous vous rappelez, ça commence par les affects. La relation que j'établis, c'est moi qui établis la relation avec la situation. Ce n'est pas la situation qui établit la relation avec moi. C'est très important de le savoir. C'est nous qui rentrons en relation avec notre perception, notre interprétation, notre évaluation de la situation. Voilà. Surtout lorsque la situation ne peut être immédiatement changée. Vous voyez. Et pourquoi je dois me torturer avec des émotions négatives? Pourquoi? Donc, parfois, certains candidats sont dans cette situation, ou nous-mêmes, nous sommes dans cette situation. Nous nous torturons pour une chose qui, la solution n'est pas, pour le moment, la solution viendra après peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois ou un an après. Vous voyez? Donc, ce coping comprend donc la relaxation. Il faut relaxer. Comme le dit l'anglophone, relax. Voilà. L'expression émotionnelle. Dans ce, il faut aider la personne à exprimer. Nous l'avons vu avec la gestion émotionnelle, donc avec la régulation. Voilà. Donc l'expression émotionnelle passe par la régulation. Comment je régule ça pour pouvoir l'exprimer autrement. L'acceptation de la situation, qui est aussi l'acceptation, est un mécanisme d'adaptation. Voilà. Après Freud, Anne, qui ont élaboré les premiers mécanismes, à partir de surtout des 3 mécanismes de Freud, les 10 mécanismes de Anna Freud, beaucoup ont élaboré d'autres que nous retrouvons aujourd'hui dans le DSM 4, plusieurs autres mécanismes. L'acceptation est un des mécanismes qui est là. J'accepte pour le moment ce qui se passe. Oui, je peux agir, mais peut-être pas maintenant. Ça va passer, voilà. Mais c'est de pouvoir l'accepter. La question, c'est accepter, ne pas l'abandon ou pour dire la défaite. Non, pas du tout.
c'est quand on comprend ce qui se passe et que ça ne dépend pas de nous. Et nous l'intégrons ainsi. Le pardon fait partie également. Pardon, ça fait partie aussi de laisser passer certaines choses, voilà, qui exige bien sûr un processus. Donc, il devient donc problématique lorsqu'il dégénère en évitement chronique. Voyez, la question de l'acceptation, relaxation, tout ça là, voilà. Si ça se transforme en évitement, ça devient alors un mécanisme psychotique automatique. On devient esclave de la chose. Or, le coping va nous demander de changer de stratégie après un moment donné et que la chose ne correspond plus à notre stratégie que nous avions adoptée avant. Voilà. Donc, ainsi, donc, pour Faith, les émotions pensées sont simplement des informations envoyées par mon corps indiquant une situation difficile et en cours. Difficile, qu'une situation difficile est en cours. Donc, elle ne durera pas éternellement. C'est très important d'aborder, de percevoir la vie ainsi et que nous traversons les situations. Mais si nous nous identifions aux situations, là, nous adoptons le mécanisme psychotique inconscient et qui nous rend esclaves de la seule manière de voir la chose. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pour ça que le coping est là pour nous aider à apprendre autrement. Donc, cette stratégie devient particulièrement importante lorsque la situation est difficilement contrôlable. C'est ça. Le deuil, par exemple. Puis-je faire que, après que peut-être j'ai perdu un membre cher de ma famille ou de ma société, qu'il n'y ait plus de décès? Non, je n'ai pas de pouvoir pour ça. Je n'ai pas de pouvoir. Les maladies chroniques, incurables, une perte irréversible qu'on ne peut pas ramener, on ne peut pas arranger, on ne peut pas faire autrement. Donc, le coping va jouer un rôle dans la question de se focaliser sur comment résoudre ou équilibrer mon émotion. Dans son ouvrage, donc, Stress, Coping and Development, en Integrative Perspective, Caroline Aldwin propose donc une compréhension du coping qui dépasse donc les approches classiques centrées uniquement sur la réaction immédiate au stress. C'est un document aussi qui est très riche dans ce sens-là. Donc, ici, donc, nous abordons donc le coping dans une perspective développementale avec le grand 3. Le coping, comme on l'a dit au début, ça fait partie de l'être humain. Donc ici, cet auteur, Caroline, va nous faire comprendre que le système de coping même fait partie de notre dynamique de développement. Et si vous vous rappelez très bien, au début du module 16, je présentais l'état du fœtus, de l'enfant, dans le sein maternel, dans le liquide amniotique, donc, où l'enfant lutte seul et acquiert des mécanismes de défense. Voilà. Donc, le mécanisme de défense fait partie. Et d'ailleurs, donc, de façon naturelle, nous sommes et nous avons des ressources précoces de résilience intégrées à notre système de fonctionnement. Donc, la résilience est une partie intégrante de notre vie, mais qui va demander un apprentissage plus approfondi selon les circonstances et les événements. Donc, le coping dans une perspective développementale montre que nous avons déjà en nous ce système, ce fonctionnement dans notre psychisme. Donc, elle propose une compréhension du coping qui dépasse donc les approches classiques que nous avons vues avec Freud, avec Anna Freud et Lazarus et Folkman. Donc, ici, c'est centré uniquement, et ces mécanismes classiques là, centrés uniquement sur la réaction immédiate face aux choses, aux sources stressantes.
Donc, elle développe donc une perspective intégrative et développementale selon laquelle le coping est un processus dynamique qui évolue tout au long de la vie. C'est très intéressant en ce moment. Donc, c'est pour ça il faut faire aux gens se rendre compte véritablement. Et on peut dire c'est péché contre nature d'abandonner et d'arrêter de lutter. Si. Et le travail de l'accompagnateur en relation d'aide, de toute forme, c'est vraiment de faire prendre conscience à l'individu de cette richesse naturelle que nous avons tous. Donc pour Aldwin, le coping est un processus transactionnel, hein, transactionnel lié aux événements, aux situations et à la croissance de l'être humain, tout le parcours de l'être humain. Donc, par lequel la personne tente de gérer des exigences internes ou externes perçues comme difficiles ou stressantes. Donc, elle s'appuie donc sur les travaux de Lazarus et puis de Folkman, mais les élargit, hein, en y intégrant les dimensions du développement humain, de la culture et de la transformation personnelle. Alors, c'est ici le troisième élément, hein, de coping, de stratégie de coping. Le coping, en principe, si on l'utilise convenablement, a pour vocation de transformer la personne. Donc, quand, par exemple, vous poussez les candidats et candidates à fournir plus d'efforts, c'est pour leur gain de transformation en termes de croissance. Donc, le coping, vraiment, est une richesse méthodologique. Voilà. Qui est intégré même déjà en nous, dont il faut découvrir et en faire bon usage, en fait. Donc, surtout la question de transformation. Donc, ainsi, donc, le coping n'est pas simplement une réaction ponctuelle dont décrivent Anna Freud en regardant les enfants. C'est vrai que Anna Freud, dans le développement de ces 10 mécanismes-là de défense, elle s'appuyait sur les enfants. Dans la clinique des enfants, l'entretien avec les enfants, le monde des enfants pour établir cela. C'est vrai, mais ici, Allwyn est en train de développer quelque chose de très important pour nous faire découvrir que c'est une partie intégrante du processus de développement humain et psychologique. Donc, c'est ça le dépassement vraiment, que le coping n'est pas juste une réaction ponctuelle, non, plutôt c'est une lutte continuelle. Donc, il constitue donc un mécanisme adaptatif complexe donc, qui influence le développement psychologique, la santé physique de l'individu et les relations sociales. Voyons donc avec Aldwin les caractéristiques essentielles donc du coping. Il s'agit donc d'un processus dynamique et non d'un trait fixe de personnalité. Nous l'avons déjà dit, donc elle revient là-dessus, très important. Il est influencé par les transactions entre la personne et son environnement. Transactions entre la personne et son environnement. Voilà. Et comment la personne peut faire usage des éléments qui l'entourent, voilà, pour faire face à un problème donné. Voyez. Donc, être au village et être dans la cité, avoir en face la même situation, le même problème, hein, les ressources seront différentes selon le milieu géographique ou selon le milieu environnemental dans lequel je vis. Donc, il varie aussi selon l'âge, très important, selon l'âge. Donc, ici, je vais aussi m'arrêter un peu pour commenter notre leadership face aux jeunes en formation. Comment nous les considérons? Voilà. Comment nous les considérons? Comment nous les parlons? Il y a ce qu'on appelle la pédagogie, qui en fait ce mot est utilisé comme ça pour généraliser maintenant la stratégie d'approche pour transmettre une connaissance. Mais en fait, en tenant compte donc du processus développemental de l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'andragogie,
qui est une méthodologie adressée aux adultes. La pédagogie, donc étymologiquement, donc il contient pédo, qui veut dire l'enfant, donc est la stratégie de transmettre une connaissance à un enfant, qui est différente de l'andragogie. Donc, même le langage à utiliser avec la personne adulte doit être différent. Je parle à un adolescent, le langage doit être différent que parler avec ma consoeur ou mon confrère. C'est très important ici. Donc, et également, comment nous les percevons? Dans peut-être les épreuves que nous voulons les mettre en confrontation ou les services que nous leur demandons, voilà, comment nous les regardons? Est-ce que nous les regardons comme des gens, nous, ou nous considérons donc leur âge? S'ils sont dans l'adolescence, il y a aussi l'intermédiaire entre l'âge d'adolescence et l'âge d'adulte, ce qu'on appelle la psychologie développementale a trouvé un terme d'adultescent pour montrer qu'il y a la personne en train de faire un passage, une transition de l'âge adolescent à l'âge adulte. Donc, c'est très important et même les épreuves que nous voulons les faire passer, de tenir compte aussi de leur âge. Non seulement de l'âge, mais de l'expérience de vie de l'individu. Ce qui dénote la nécessité de connaître l'histoire de l'individu avec qui nous avons affaire dans la formation. C'est très important. Pourquoi? Parce que si nous ignorons l'histoire de l'individu, entre guillemets, soit disant qu'on ne veut pas violer la vie privée des gens, si on ne veut pas violer la vie privée des gens, donc dans ce sens de la formation, il ne faut pas que les gens viennent en formation. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'au noviciat, par exemple, c'est le lieu où on scrute toutes les dimensions jusqu'à la profondeur. Donc, si la personne n'est pas prête pour faire cet examen de discernement ou d'analyse de son histoire, ça ne vaut pas la peine de s'engager donc dans ce style de vie consacrée. Voilà. Donc, il y a donc l'expérience de vie, connaître l'expérience de vie de nous-mêmes peut-être, qui va nous aider à comprendre l'autre, et aussi le contexte socio-culturel d'où vient l'individu. Parce qu'on ne peut pas mettre la même épreuve pour tout le monde dans la maison de formation. Et si on le fait comme ça, uniformisé, ça ne répond pas du tout parce qu'on ne prend pas en considération l'individualité et la particularité, l'unicité de chaque personne et de son histoire. Je vous rappelle très bien la question de l'expérience avec Bernard Lonergan. L'expérience, première situation. Voilà. Il peut conduire non seulement à une réduction du stress, mais aussi à une croissance personnelle. C'est ça la caractéristique de coping. À la fin de tout l'effort qu'on a fait, il faut évaluer maintenant pour voir est-ce que la personne est en train de croître ou on est en train d'abaisser la personne. Rappelons-nous donc que la vocation de l'autorité, c'est faire grandir. Étymologiquement parlant, ça fait grandir. Donc, avec l'usage de coping, on aide la personne à croître dans son individualité, dans sa particularité, dans son unicité, sans uniformiser. Voilà. Regardons donc le coping dans une perspective développementale. L'originalité donc majeure de Baldwin réside donc dans sa vision développementale du coping. Elle affirme que donc, les individus apprennent progressivement à faire face aux difficultés. Et c'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas demander un travail qui doit être exécuté par une personne d'une quarantaine, d'une cinquantaine à un adolescent. Pas du tout. Ce serait une erreur véritablement méthodologique. Voilà. Et le langage qu'on utilise également fait partie. Donc, et elle apporte donc les besoins donc selon les âges.
Les enfants, donc, développent certaines stratégies de base. Hein. Vous voyez comment les enfants, juste quand je regardais un peu le film, hein, des enfants que nous avons en face de nous, peut-être dans nos apostolats, dans nos familles, voilà. Ils développent, vous voyez comment ils arrivent à résoudre des problèmes quand ils sont face à des situations, des challenges de la vie. Quand la maman n'est pas là, quand le papa n'est pas là, quand donc la personne, la figure de sécurité n'est pas là, comment la personne s'arrange, tout cela. Voilà. Les adolescents expérimentent différentes façons de résoudre des problèmes également. Selon la cohorte, selon le groupe d'amitié, selon la société dans laquelle ils sont en train de vivre. Vous voyez. Les adultes acquièrent également des compétences plus complexes. Voilà. Vous voyez. Donc, on ne peut pas demander à un jeune ou un enfant de résoudre un problème aussi complexe que son âge. On peut le faire parfois si on veut vraiment tester son intelligence. Ça se fait dans les tests d'intelligence. Mais dans l'état naturel des choses, dans le processus naturel de croissance, hein, chaque âge a son besoin. Voilà. Les personnes âgées donc, peuvent mobiliser davantage quoi? La sagesse, l'acceptation et la régulation émotionnelle. Pourquoi? Sur la base de l'expérience vécue. Vous voyez. Donc, selon donc les expériences de vie deviennent des occasions d'apprentissage du coping. Donc, vous voyez que le coping, des stratégies de coping va dépendre donc du développement psychologique de la personne. Le coping socio-culturel. Donc, Olvin souligne que le coping est influencé donc le coping est influencé par les valeurs culturelles. Nous l'avons dit avec la personne que nous avons en face de nous. Donc, notre manière de résoudre les problèmes, d'affronter les situations, dépend de notre culture. Dépend vraiment de notre culture, à première vue. Les croyances religieuses que nous avons. Et pas seulement juste croyances religieuses, mais la croyance en général. Vous vous rappelez dans la résolution, dans la gestion des conflits. Voilà. Quelle croyance j'entretiens face à une situation donnée? Voilà. La croyance peut me faire abandonner ou la croyance peut me faire affronter la situation. Donc, il y a le soutien communautaire. Les rôles sociaux peuvent aussi nous aider parfois à développer les stratégies, à affronter les réalités. Une personne qui, par exemple, n'est pas habituée à assumer des responsabilités, on ne peut pas comparer cette personne avec quelqu'un qui a été responsable plus d'une quinzaine ou vingtaine d'années. Les manières de résoudre les problèmes ne seront pas les mêmes. Donc, les individus ne font donc pas face au stress de manière isolée, mais à travers des ressources collectives et culturelles. Ici, donc, Oldwin est en train de nous aider à comprendre que l'aspect sociétal dans la stratégie de coping est très important. Quand donc individuellement nos ressources sont limitées, il est très important alors de s'ouvrir. Et dans ce sens, il faut nous-mêmes en tant que personnes, quand nous traversons des situations, d'où la nécessité de l'accompagnement d'ailleurs dont j'avais parlé, très important, et d'aider les jeunes aussi à comprendre la capacité à s'ouvrir, à se faire aider, au lieu de, comme on dit entre guillemets, se débrouiller seul. Voilà. Même quand on se sent limité, on se débrouille seul. Ça ne peut pas nous aider dans ce sens-là. Nous avons donc ici le coping transformationnel, une contribution vraiment originale de Alwyn. Donc, Alwyn nous dit que le coping a pour résultat la transformation de l'individu. Donc,
Les difficultés, les épreuves ne sont pas à fuir, mais ne sont pas à éviter, mais à analyser la situation, analyser le problème et voir dans quelle mesure on peut y faire face. Et quand on arrive donc à bout de cette situation, de ce problème, on se sent grandi, on se sent augmenté, on se sent transformé intérieurement par rapport à notre état précédent. Donc, l'un des apports donc, les plus novateurs d'Alwyn, c'est son intérêt pour la croissance liée au stress, qu'on appelle stress-related growth. Donc, le growth, c'est la croissance. Donc, comment, avec le stress, quelqu'un peut grandir? Vous voyez, donc c'est la dialectique ici que Alwyn est en train de nous montrer, la dialectique de l'existence humaine. Voilà. Et c'est ici ce qu'on appelle la méthode de logothérapie, avec la question de, comment ils appellent ça, paradoxale. Situation paradoxale, c'est que je suis capable d'affronter ce qui me fait peur, l'intention paradoxale. Ce qui me fait peur, plutôt, vous allez voir que l'accompagnateur va me pousser à aller affronter la réalité plutôt que de fuir la réalité. Donc, l'intention paradoxale de la logothérapie embrasse donc ici la stratégie de coping pour y faire face. Elle montre que certaines épreuves peuvent devenir donc des occasions de croissance. Redéfinir donc le sens de la vie après avoir fait une expérience de souffrance. Renforcer donc les relations interpersonnelles après peut-être un conflit. Développer la maturité émotionnelle. Donc, après avoir subi les conséquences de ma réaction, j'évalue à la fin et je me rends compte que, attention, il faut que je change de stratégie, ce qui contribue à ma croissance. Approfondir aussi la spiritualité. Quelle est ma perception négative que j'ai de Dieu et qui me freine dans ma manière d'interpréter les circonstances ou événements de la vie. Acquérir donc davantage de sagesse avec l'accumulation d'expériences. Ainsi, le stress n'est pas seulement une menace, il peut devenir une source de développement humain lorsqu'il est affronté de manière constructive, mais pas de la témérité. La témérité, c'est d'affronter un danger sans discernement, ce qu'on appelle la témérité. Non, le coping ne nous demande pas d'être téméraire, mais d'être équilibré avec discernement. Voilà. Les facteurs donc qui influencent le coping. Quels sont donc ces facteurs? Donc, selon Caroline Aldwin, l'efficacité donc du coping dépend de plusieurs variables. Il y a la personnalité qui est là. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas utiliser la comparaison dans la formation. Donc, vous ne pouvez pas dire que celle-là a pu faire, pourquoi toi tu ne peux pas faire? C'est une erreur de langage qu'il faut éviter absolument dans la formation. Et la personne a son expérience personnelle. Et une personnalité peut-être calme, une personnalité mélancolique, une personnalité qui peut-être qui affronte la réalité sans peur. On ne peut pas les comparer. Donc, l'efficacité du coping dépend de notre personnalité. Restant sauf qu'on peut apprendre. Ça peut dire qu'il n'y a pas à justifier parce que bon, la personne est calme ne peut pas faire. Non. Mais c'est la stratégie de mener la personne à se rendre compte de son état et la nécessité d'apprendre pour évoluer. C'est très important. Ça dépend aussi donc des ressources personnelles. La personne peut-être a une connaissance de BPC et vous voulez que la personne puisse résoudre le même problème avec la personne qui a la maîtrise. Il y a une dichotomie, il y a un déséquilibre. Voilà. Il y a le soutien social, donc la communauté sociale, le groupe dans lequel je vis, la famille, voilà. En quoi ils peuvent être des ressources. Donc, ici, donc, développer l'esprit communautaire est très important dans ce sens-là, dans le coping. La notion de la communauté, s'appuyer sur la communauté quand
on est dans le besoin et surtout quand on a fini d'essayer. Le contexte culturel dans lequel nous sommes contribue. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme institutionnel. Hein? Le mécanisme institutionnel, c'est-à-dire, vous voyez, euh, qui est un effet de groupe. Vous voyez, par exemple, dans la maison de formation, parce que deux, trois personnes font ceci, donc les autres vont suivre. Hein, le mécanisme institutionnel est là. La manière de résoudre le problème de 10 personnes peut affecter les autres. Vous voyez, dans une société, leur manière d'aborder les difficultés vont être répandues à travers le village ou une cité ou une cohorte, voilà, de jeunes ou d'adultes ou de personnes âgées. Donc, le contexte culturel joue beaucoup. Le stade de développement est un facteur très important et la nature du stress lui-même. Quelle est la nature du problème lui-même dont je vais faire face? En définitive, donc, pour Caroline, le coping est un processus adaptatif multidimensionnel. Voilà. Ce qui vraiment fait, il fait un démarquage avec le mécanisme de défense psychotique inconscient. Donc, le coping est un processus multidimensionnel. Donc, la gestion efficace du stress repose sur trois principes fondamentaux: la flexibilité des stratégies. Et ça, j'utilise plutôt les trois stratégies-là pour l'appliquer à la dynamique de la formation. Donc, la flexibilité des stratégies, ne pas être rigide, ce qui est le problème avec les mécanismes de défense psychotique inconscient. La rigidité avec une seule manière de faire et de résoudre les problèmes. L'intégration des ressources personnelles, sociales et culturelles. Donc, l'aspect relationnel pour s'aider. La capacité à transformer l'adversité, c'est-à-dire le stresseur, le problème, la difficulté en une opportunité de développement. Et ça, c'est vraiment le processus de la résilience. C'est vrai, la difficulté est là, ça peut-être détruit une partie de moi, mais je reprends la vie avec une version plus améliorée de moi-même. Et ça dépend de la perception alors de moi-même dans ce sens-là. Très important, ce troisième principe-là, la capacité à transformer l'adversité, c'est-à-dire les difficultés, les problèmes, en une opportunité de développement, c'est-à-dire de croissance. Dans la formation, c'est ainsi qu'il faut aider, accompagner les jeunes. Quand, par exemple, la personne vient chez moi pour l'accompagnement, dans la psychothérapie, c'est ça l'efficacité de l'accompagnement. C'est d'aider la personne à regarder autrement la difficulté qu'elle partage, qu'elle traverse plutôt. C'est-à-dire, quel est le versant positif de ce que tu traverses comme difficulté et qui te fait de la peine et dont tu ne veux même plus en parler. Et donc, dans l'accompagnement de nos jeunes qui sont arrivés avec des bagages, des problèmes, dont nous-mêmes nous en sommes aussi victimes, quelque part, donc, nous avons nos propres bagages, voilà. Et parfois, si on ne fait pas attention, il y aura transfert dans l'exercice de l'accompagnement, voilà. Donc, et ça également, il faut regarder de près. Donc, dans cette perspective, donc, cette perspective est particulièrement féconde dans les domaines de la psychologie du développement, de la psychologie de la santé et de l'accompagnement des personnes engagées dans le parcours de vie exigeante comme la formation à la vie consacrée. Donc, très important ici la question de la transformation. Et vous savez que c'est ça notre travail, c'est de transformer, mais transformer en termes de croissance. Voilà. De toute façon, la dynamique de la formation à la vie consacrée va passer par la déconstruction. Voilà. Dans cette déconstruction, parfois, ça peut faire mal. Voilà, cette difficulté de pouvoir peut-être abandonner, ce problème de pouvoir abandonner ce que nous avions comme croyance ou conviction, va nous aider à croître autrement.
avec l'aide de l'accompagnement.